Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur, comme dans les royaumes mortels, il n'y a certes que la guerre, mais il y a aussi celles et ceux qui font vivre le hobby. Et pour ce nouvel épisode au format Raconte-moi Warhammer, je vous propose de sortir un paquet de choses. Vos armées les plus larges, vos dés les plus beaux, mais aussi vos pinceaux de brossage comme vos couteaux de cuisine, car j'ai le plaisir de recevoir Antoine, a.k.a. Antec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider. Avant toute chose, je tiens à le rappeler si vous avez peut-être manqué l'info aussi, sait-on jamais. Nous avons désormais une page Tipeee pour soutenir le podcast, donc allez voir ça, il y aura des liens en description. Cette petite page de publicité étant faite, je retourne vers mon invité, Antoine. Comment ça va ? Bah super. Tu es content d'être là ? Ouais, très heureux d'être invité. Un peu impressionné. Un peu. Un peu timide, mais il va se réchauffer, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour te présenter brièvement, sachant que, un petit peu comme mon dernier invité Adeptus, tu fais pas partie de mon cercle intérieur de Ghoul, tu es dans le cercle étendu, tu es venu plus tard, et aujourd'hui par contre on gravite quand même beaucoup ensemble, des games, des coups, dont des verres, peut-être un peu trop hier soir, au moment où on enregistre ce podcast. Et voilà, comment tu te présenterais ? Bah moi c'est Antoine du coup, j'ai 32 ans, j'ai commencé sérieusement Warhammer en 2019, et ça a happé mon âme tout simplement. Ça a happé ton âme. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis cuisinier. Effectivement. Il y avait un petit indice en introduction, mais oui. On va peut-être parler de cuisine dans ce podcast, donc il me semblait important de le rappeler. Donc tu disais que tu avais commencé en 2019. T'avais jamais fait de hobby avant quand tu étais plus jeune, ou tu savais ce que c'était ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Ouais. J'ai été introduit au monde de Warhammer via Warhammer Fantasy Battle V5 je pense. Des fameuses vacances avec mes cousins qui étaient mes modèles sur Terre, qui ont sorti leurs petites figurines et leurs bouquins, et je trouvais ça juste incroyable. Alors j'avais pas le droit de prendre part, mais D'accord. j'observais très t'étais sur le attentivement. côté, t'étais trop jeune ou... Ouais, c'est c'était ça. trop fragile, Ok. c'était trop cher, trop fragile, et bon, c'était déjà le cas à l'époque apparemment. C'est clair. Mais ouais, on me laissait regarder les bouquins, et ça a jamais quitté mon esprit, c'était juste trop fou en fait. Cet univers de fantasy, les photos des armées, du studio heavy metal, enfin bon, c'est resté avec moi pendant longtemps. Ouais. Et puis bah, je suis un peu passé à autre chose, c'est sorti de mon esprit jusqu'à mes 11 ans je pense, où un de mes potes a eu pour Noël le starter V3 40K. Ok, Et, dont on parle souvent ouais. dans cette émission. El famoso. C'est ça. Et c'était incroyable, pareil, je connaissais pas du tout 40K. Pour moi, Warhammer, c'était la fantasy et c'est tout. Et c'était juste trop cool, pareil, regarder les bouquins, il me l'avait prêté et tout. J'ai saigné ça. Pour mon anniversaire suivant, j'ai commandé le starter. Je vais pas me souvenir de l'édition, mais c'était une boîte Empire contre Orc. Ok, Warhammer Fantasy Battle, parce que j'ai toujours été plus attiré par la fantasy. d'accord. Mais De manière générale ou au sein des univers de Warhammer ? de manière générale. Ok, t'es Ouais, plus ça fantasy me parle que beaucoup SF. plus. Ok. Ouais. Et donc voilà, en fait, en réfléchissant pour ce podcast, je me suis rendu compte que le hobbyiste que je suis maintenant était déjà là à l'époque, parce que en fait, j'arrivais pas à me focus sur une armée, sur une collection. Donc j'avais acheté une boîte d'Assassin Skaven, je l'ai trouvé incroyable. J'avais acheté une boîte d'elfes noirs que je trouvais fou. Et j'achetais les codex pour ces armées parce que je me disais que j'allais en faire une armée, et en fait ça s'est jamais fait. Et donc voilà, je me dispersais beaucoup trop. Et puis bah, l'adolescence se faisant, j'ai un peu tout lâché. Le Dark Age. Ouais. Le retour du Mais Dark Age. je me faisais quand même des séances de temps en temps où j'allais saigner le site Games Workshop et je regardais tout. Et je me disais en fait c'est juste incroyable. Mais ça me paraissait pas accessible dans le sens où
moi j'arriverai jamais à faire un truc comme ça quoi. Mhm. Et dans les années, je pense que ça devait être en 2015 peut-être, 2016, 2017, mon petit frère jouait à Warhammer. Mhm. Et pour son anniversaire, je lui ai proposé qu'on prenne une boîte, un starter à deux. Donc je lui ai laissé le choix sur 40K ou Fantasy. Ouais. À mon grand regret, il est parti sur 40K, mais ça a été ma réintroduction un peu dans le hobby. Donc on a partagé la boîte. Et moi j'ai pas toutes les figues, lui il l'a jamais fait, mais bon. Mais c'était quand ça? C'était avec le starter V7, je pense. V7? Ouais. Ok. C'était les Dark... c'est ça Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Dark Angel contre Yes. Crimson Slaughter. Yes. Ok. Et voilà, et du coup là j'ai commencé à peindre et j'ai pris un grand plaisir, mais c'était pas très sérieux. C'était je vivais en Angleterre, en plus à l'époque c'était un truc que je faisais en France pendant les vacances, Ok. histoire de kiffer quoi, avoir une petite C'était ton activité morceau avec le d'Angleterre gros. en France. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis après il y a Total War qui est rentré dans ma vie. Mhm. Alors là ça a tout chamboulé. D'accord. On est à plus de 1000 heures sur le 1 et le 2 en tout. Ce jeu m'a retourné. Et à force de tanner un pote sur ce jeu, faut que t'essayes, le jeu est trop bien et tout. Il m'a dit, mais est-ce qu'on ferait pas les figurines, tout simplement. Ah, donc t'es vraiment un produit. Enfin, tu connaissais déjà le hobby avant, mais je savais pas que t'étais un produit de ce revival qu'il y a eu autour des figues via Total War Warhammer. Ben, il m'a aidé à franchir le pas. C'était son idée à lui, et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait. Ouais, on a regardé le prix, donc c'était en V2 AOS, on a regardé le prix de Soul War, là, la boîte de démarrage. On a partagé ça au milieu, et en fait c'était assez accessible pour commencer, quoi, en tout cas. C'est le prix d'un DLC à Total War. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et donc ouais, vous vous êtes partagé AOS V2. Ouais. T'as pris les Stampcast. Stampcast, Ok. première armée. Ouais. C'était, bon ça c'est Games, mais c'était des tailles d'unités un peu particulières, comme ils aiment bien faire. Et du coup, je suis parti très vite sur eBay voir ce que je pouvais trouver d'autre. Ok. Pour compléter mon armée, je suis tombé sur un lot incroyable qui a dû me coûter 100 balles, où j'avais peut-être 2 ou 3 000 points d'armée dedans. Ah ouais, ok. Donc multiples starter V1, multiples starter V2, compris dans ce lot, et puis ouais, c'était le début de la fin. Là. D'accord, ouais, ça s'entend un petit peu, beaucoup de filles. Du coup, je trouve ça marrant, les différents points de contact que tu as pu avoir avec le hobby, mais tu as commencé à en parler tout à l'heure, tu disais que tu papillonnais un petit peu de collection en collection, je voulais savoir un peu à quoi ça ressemblait ton hobby aujourd'hui. Est-ce que c'est effectivement ce côté papillon qui l'a emporté, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Le côté papillon un peu moins, mais le côté collectionneur excessif beaucoup trop. Ok. Voilà. Pour faire simple, le projet avait commencé où on va juste faire des Stormcast. Et j'ai une pote qui m'a offert une Mokrecha pour Noël. D'accord. Et qui pour moi était la figurine la plus incroyable de la game, de la gamme Games Workshop. Ouais. Le Mokrecha, c'est juste. C'est une fille qui pour beaucoup a, comment dirais-je, a légitimé Age of Sigmar. Ouais. Moi je me souviens que beaucoup de gens disaient avant je regardais pas trop, et d'un coup tu tombes sur ce gros dragon dinosaure chelou et tu te dis en fait c'est trop cool quoi. Bah ouais, ils ont dead ça franchement. C'est tellement. Ça casse tellement la continuité des orques et gobelins de Warhammer Fantasy Battle que c'est juste fou en fait. La création, le caractère design et tout, enfin, j'étais conquis. Ouais, complètement. Je peux comprendre pourquoi. Ah, oui. et du coup, on m'a offert cette figurine et j'ai commencé à la peindre. Du coup, j'ai commencé à collectionner ces armées et je me suis dit, bon, maintenant j'ai 2 armées, on va en faire une par grande allégeance. Donc dans AOS, il y a 4 grandes allégeances. Le but, c'est d'avoir une armée pour chacune d'entre elles. Et puis on est très vite passé à 2 armées pour chaque grande allégeance. Et donc ça implique des collections assez conséquentes, on va pas se mentir. J'ai un peu craqué à la sortie d'Indomitus. La boîte de démarrage était juste folle. Et à la base c'était juste un projet peinture qui a dégénéré en une grosse collection. J'ai détesté jouer en V9, du coup j'ai fini par tout revendre à part les figurines qui me plaisaient le plus. Puis j'ai réacheté pour reprendre une armée pour pouvoir faire de la V10, qui est plutôt sympa d'ailleurs. D'accord, ouais, on pourra en reparler si tu veux d'ailleurs. Et du coup, ouais, pour moi c'est focus, mais dans un très large spectre. Ouais, c'est ça. Tu te donnes des grands objectifs avec des grandes armées et des grandes collections. Ouais. Tu vois les choses en grand en fait. Bah, je suis vachement attiré par l'aspect collection et le jeu me plaît beaucoup. Et j'ai pas envie d'être victime des FAQ, des changements de coûts en points, et que d'un coup je me suis fait chier à faire une armée à 2000 points et que du jour au lendemain elle est juste plus jouable parce qu'il y a eu un errata, parce que telle unité coûte beaucoup plus ou beaucoup moins. Et du coup je suis toujours parti dans l'optique d'avoir une collection pour une armée pour pouvoir jouer ce que je veux et puis tester des listes différentes.
Yes. Je pense qu'il y a ça aussi un peu qui me définit, c'est que je me lasse vite des choses et avoir accès à autant d'armées différentes en termes de jeu, mais aussi en termes de modélisme, en termes de collection. Ça permet de... Ouais, t'as jamais le temps de t'ennuyer. Ouais, c'est ça. C'est pratique. Mais justement, c'est pour ça que je voulais qu'on discute ensemble et que je t'avais proposé de faire cet épisode, parce qu'il y a une espèce de double casquette qu'on a peut-être trop souvent tendance à mettre l'une contre l'autre. Donc on se dit, il y a le côté joueur, il y a le côté compétiteur, tu vois, tu as envie de faire des games en match play, en jeu égal, avec des grosses armées, donc sans doute des games à 2000 points, etc. Et puis il y a quand même aussi le côté collectionneur, qui finalement compense certains défauts du jeu compétitif. Comme tu le disais, bah, effectivement, s'il y a une mise à jour, il y a une baisse de points ou une augmentation de points, tu peux, ou alors juste il y a même un datasheet qui change, bah, tu peux aller échanger comment dirais-je, les unités au sein d'une armée, au sein d'une collection. Je trouve ça du coup super intéressant, parce que en fait dans ma tête, dans ma tête et puis même dans mon expérience, j'ai rencontré des collectionneurs, j'ai rencontré des joueurs, mais des gros joueurs, gros collectionneurs, en une personne, j'ai jamais rencontré avant toi. Et je trouve que c'est super intéressant, parce que en fait c'est même quelque chose que moi je vis seulement maintenant, parce que je suis difficile avec mes armées, donc je mets longtemps à les faire. Et maintenant qu'on est arrivé en V10 avec 40K, qui a toujours été mon jeu principal, AOS c'est plutôt secondaire, donc c'est l'inverse. Mais c'est vrai que je commence à me dire, ah ouais, l'aspect collection plus jeu, ça a vachement de sens, parce que plus t'en as et de manière variée, pas juste des triplettes dans tous les sens, et plus c'est agréable en fait de jouer sur la durée en fait. Enfin, t'es gagnant généralement. Et puis ça commence même avant ça veut dire que le list building est beaucoup plus plaisant si t'es pas limité par ce que t'as dans la vitrine, tu vois. Est-ce que je connais des gens qui vont jouer une unité de 20 de telle figue parce que ils en ont 20 et puis c'est tout, tu vois. Et alors que c'est pas optimisé. Alors, quand tu dis que je suis un grand joueur, c'est pas non plus le cas, hein. Je joue bien, mais je joue pas souvent, et je suis pas là pour faire du compétitif non plus, mais j'aime bien le challenge que le jeu présente sur la table, donc je vais toujours essayer de faire du mieux possible. C'est ça, c'est effectivement, enfin tu fais bien de le rappeler, mais je pense que c'est plus ça que j'avais en tête. Faut pas s'imaginer Antoine comme un mec qui va saigner tous les tournois tous les dimanches, mais il y a ce côté vraiment, tu vois, effectivement, d'interagir avec les systèmes, de les connaître, de les comprendre, et aussi de réfléchir à un peu les enjeux stratégiques. On a fait plusieurs games ensemble et tout, et je sais que généralement, tu vois, tu me disais, ah ouais, bah attends, ce truc-là, tu pourrais le faire comme ça, puis des trucs qu'on t'a pas forcément vu et tout. J'aime bien affronter les joueurs qui sont comme ça et qui essaient de pousser en fait chaque unité, chaque tirage de cartes quand c'est au hasard et tout. Je trouve ça super intéressant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même ça c'est un peu dommage, on a tendance à parler de compétitif en mode c'est un énorme chapeau et ça couvre tout, et en fait derrière ce mot on peut mettre pas mal de choses en fait, on s'en rend compte, et je trouvais que c'était aussi intéressant de pouvoir discuter avec toi là-dessus. Ça t'est venu d'où? Ça t'est venu du fait que tu jouais déjà à d'autres jeux? Ça t'est venu du jeu vidéo? Cette espèce de passion là? En fait, la personne avec qui j'ai commencé, c'est un monstre, voilà, on va dire les termes. Monstre. C'est un mec hyper intelligent, et c'est un tryharder de fou dans l'âme, et toute la V2 j'ai passé toutes les games à me faire absolument rouler dessus. Mais vraiment rouler dessus. Et t'as appris à la dure, quoi. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que du coup à la base moi je venais pour le jeu, et je prenais aucun plaisir sur table pendant toute la V2 d'AOS. Je prenais aucun plaisir parce que je me faisais T'aurais pu arrêter du coup, enfin c'est un peu triste potentiellement comme histoire. Pas arrêter de jouer, mais du coup je me suis plus focus sur la peinture, en mode parce que faut savoir que mon pote jouait des armées full plastique gris, comme un gros sale. Ouais. Et c'est pour ça qu'on le cite pas. Donne pas son nom parce qu'il y a trop de gens, ils vont venir le marave. Mais du coup, je me suis peut-être un peu plus focus là-dessus, en mode ok, moi je me fais rouler dessus, mais mon armée elle a de la gueule, alors que la tienne elle est moche, tu vois. Et donc il y avait un peu ça, et c'est comme ça que je me console aussi. Exactement. Mais du coup, j'ai appris à la dure. Le jeu, je l'ai appris à la dure. Et en fait, c'est comme pour tout, lui avait mis du temps, avait investi du temps et des ressources intellectuelles pour devenir bon, en fait, tout simplement, tu vois. Et c'est un truc que moi, j'avais pas fait sur la V2 en tout cas. Et au passage en V3, je me suis renseigné un peu dès le début, je suivais beaucoup les sorties, les articles, des vidéos et tout pour essayer de vraiment maîtriser le système de règles, tu vois. Tu regardais quoi, par exemple? Les rapports de bataille French Wargame Studio, par exemple, des chaînes anglophones quand ça sortait. J'ai beaucoup lu le livre de règles, relu. S'il y avait un truc que je comprenais pas, j'allais voir sur des forums, tu vois. Enfin, ok, t'as vraiment poncé le truc. Ouais. J'ai essayé en tout cas de l'approcher. Mettre dans le mental. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait,
Alors c'est un jeu, mais il y a trop d'investissement en argent et en temps pour pas que ce soit pris au sérieux, selon moi, tu vois. Ouais. C'est le genre de jeu auquel il faut jouer sérieusement. Mhm. Alors ça n'empêche pas de s'amuser sur la table, mais voilà, faut respecter le truc un peu, quoi. Tu viens pas à l'arrache comme ça, juste pour jeter des dés, alors que t'as même pas lu ton codex, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. J'ai connu des joueurs comme ça un peu, et c'est un peu frustrant à affronter, tu vois. C'est rigolo pour personne parce qu'on perd beaucoup de temps alors que les parties sont déjà très longues. Ouais. Sur, T'as envie d'être préparé, t'as envie pour Ouais, toi c'est et pour ton adversaire Mhm. aussi, ouais. C'est important de le dire. Et après, effectivement, investissement en temps, en argent, et puis aussi parfois un investissement un peu émotionnel. Moi, j'en suis assez victime. Ouais. Ça me fait trop chier quand je perds avec des armées que je trouve absolument glorieuses sur table. Et je me dis, Ouais, mais je comprends. j'aimerais bien allier le plaisir de, enfin, pas forcément perdre, mais de vraiment enfin, tu vois, de voir la débâcle en direct. C'est ça qui est le plus dur, je trouve, des fois. Ouais, Voilà. mais je comprends. Mais je capte un petit peu ton point de vue là-dessus et d'où ça vient, effectivement. Oui, je me permets de rebondir sur ce que je disais, c'est que en fait, vu que c'est un jeu stratégique, au plus t'es au fait des règles et de tes règles à toi, de celles de ton adversaire et du système de jeu en général, plus tu vas être capable de prendre plaisir dans cet aspect stratégique du jeu. Tu peux pas prendre une bonne décision stratégique si t'es pas sûr de ce que tes gars à toi font, de ce que l'armée en face fait. C'est juste pas possible. Et Ouais. du coup, je pense que quand tu mets ce travail un peu d'érudition en amont, ça te permet vraiment de découvrir la quintessence du jeu qui est un truc stratégique où chaque décision, chaque mouvement va être hyper impactant. Et si tu passes ton temps à te battre contre tes propres règles parce que tu les connais pas, bah, t'as du mal à... Ouais, ça à en fait arriver apparaître là, le je jeu pense. tel qu'il est censé être, Ouais. tel qu'il doit être. Je pense, effectivement, il y a un investissement qui tend à être quand même de moins en moins important ou qui s'est un peu réduit ces dernières années. Mhm. Et justement, c'est peut-être à ce moment-là que je te pose la question sur la V10 en fait, parce que t'es arrivé à 40K qui est pas ton jeu enfin pas ton jeu principal pour l'aspect collection. T'es plutôt fantasy et pas SF. Ouais. Donc t'arrives quand même en V9 qui est réputé comme édition que moi, par ailleurs, je trouvais plutôt très bien sur les codex que j'ai pu avoir, mais il y a eu des codex dans d'autres armées qui étaient assez abominables à lire, mais effectivement qui est réputée à juste titre pour être une édition hyper complexe à prendre en main. Ouais. Est-ce que tu as eu ce feeling-là Ouais, toi, en ouais, arrivant ouais. là-dedans? C'était pas pour moi. Ouais. Je prenais pas de plaisir sur table, c'était juste trop en fait. Mhm. Et puis vu que je prenais le truc en cours de route, ça a pas aidé quoi. Ouais. Et j'ai pas. En plus, les gens avec qui j'ai été amené à jouer en V9, ils avaient pas du tout cet aspect didactique où moi quand je joue à AOS avec quelqu'un qui connaît pas, je vais essayer de l'apprendre, de lui, tu vois. Alors que les mecs que j'ai rencontrés, c'était plutôt en mode là, t'as fait une erreur, bon bah la prochaine fois, tu la feras pas. Ouais. Ouais, mais c'est trop tard, mec. Mhm. Du coup, bah, je me suis fait raser toute mon armée T2 et puis bah, je rentre chez moi et soi-disant j'ai appris une leçon, mais enfin bon, voilà, c'est une autre histoire encore. C'est Mais... une philosophie qui peut se défendre, mais qui a effectivement aussi ses limites dans le sens où si tu ramasses une énorme défaite à chaque fois, généralement il y a aussi un côté, enfin ça peut être hyper décourageant, notamment pour Ouais. les nouveaux joueurs. À la rigueur, si t'es le genre de mec qui commence à vouloir tryharder, qui connaît bien ton codex, jouer avec un gars qui va pas te faire de cadeaux, Mhm. ça peut être intéressant, Non, mais bien sûr. faut que tout le monde soit au courant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une question de C'est consentement, pas, quoi. c'est pas mon concept de l'initiation. En tout Non, cas. c'est clair. Ouais, le mien non plus, je te rassure. Bah, Mais ouais, donc du coup, t'es arrivé aussi dans un climat qui était pas extrêmement favorable. j'ai vendu mes figues. Ouais. Non, mais vraiment. Et t'as tout vendu? Bah, c'était quasiment que du papin, donc Ouais. c'était pas très dur à prendre comme décision, mais ouais, je devais avoir, je crois que j'avais 5000 points d'ultramarine, Mhm. et j'ai fini par garder que des gravis parce que je suis complètement amoureux du design, et quelques figues qui me plaisaient beaucoup, et ouais, j'ai tout revendu parce que j'étais en mode, en fait, ça sert à rien que j'ai ces figues parce que j'y jouerai jamais, le jeu Ouais. me plaît pas du tout. Et en V10, t'as suivi un peu façon AOS V3 et ça Ouais. t'a donné envie de revenir? Ouais, ça avait l'air plus sympa. Le fait que ce soit sous forme d'index aussi, j'ai trouvé ça plus intéressant pour les nouveaux. Ouais. Et Ouais, tu prends le train en marche, tout le monde est à la Ouais. même enseigne, quoi. Et la suppression des stratas à outrance et tout, Ouais, parce que ça, c'est quand tu commences, c'est hyper décourageant en ouais, fait. bien Quand sûr. moi qui aime maîtriser mes règles, bah, je peux pas apprendre 32 stratagèmes comme ça par cœur. Non, non. Surtout que c'est théorique vu que j'ai pas encore joué. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les ça avait stratagèmes, aucun sens. c'est à la fois une des meilleures innovations et une des pires innovations du Ouais. Warhammer 40 000 moderne, quoi. Parce que, en tout cas, en V8, V9, ça brouillait complètement
le côté un peu intellectuel, cette compréhension dont tu parlais, c'était plus possible. Même d'ailleurs dans les tournois, je me souviens qu'en fait les mecs avaient toute cette règle sur le côté gotcha, maintenant c'était stratagème à l'avance et tout, alors qu'en fait le principe c'est effectivement de surprendre ton adversaire, mais c'est pratique de le surprendre quand potentiellement t'en as 6, il y en a peut-être maintenant en V10, c'est 6 par détachement, souvent il y en a un qui est commun à certains détachements, donc en fait c'est 5, parfois il y en a un qui est aussi commun à toute l'armée, parce que c'est un truc un peu, ou à certaines armées, donc tu vois un peu ce qui est typiquement un truc de rip-hop, bon, tu dis à ton adversaire, voilà, c'est un truc où je ramène des figues. Je trouve que c'est devenu beaucoup plus gérable pour le cerveau. C'est déjà suffisamment compliqué de retenir tes 32 stratagèmes. Exactement. Ben, c'est ça en fait, c'est que tu devais connaître les tiens et connaître ceux de ton adversaire si tu voulais pas avoir ces moments feel bad du gotcha, quoi. Ouais. Et ça, c'était juste trop en fait. Ouais, c'était trop. Surtout qu'il y en avait, moi je me souviens, j'avais le codex Space Marine V9, il y en avait, mais c'était ultra situationnel. Ouais. Et en fait, ça te pollue juste le cerveau, tu vois. J'en revenais à ça, à prendre des décisions claires et se concentrer sur la stratégie. Et donc, avoir les infos, ça aide à avoir cette approche. Ouais. Mais avoir trop d'infos, c'est complètement contre-productif, du coup, parce que t'es là, mais attends, si je fais ça, peut-être qu'il va pouvoir faire ci, qu'il va pouvoir faire ça. Quand il m'a présenté sa liste, il m'a parlé de tel stratagème. Enfin, c'est juste beaucoup trop brouillon. C'est clair. Et en plus, tu parles de trop d'infos, mais il y a aussi la nature de cette info. Ouais. J'ai vraiment l'impression, en tout cas V8, V9, surtout peut-être plus vraiment au plus fort de la V9, qu'il y avait parfois ce côté, tu joues un strata, et c'est l'unit qui déclenche le strata, plutôt que tu joues une unit et avec un strata tu la rends meilleure ou tu contre-attaques, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et on en arrivait vraiment à presque enfin je le schématise comme ça, mais pour moi ça devenait presque un espèce de jeu de cartes, parce que du coup tu avais des stratagèmes et des combos avec telle ou telle unité qui étaient tellement évidents que du coup en fait c'était juste tu prenais l'unit pour jouer le stratagème et pas l'inverse. Et moi j'aime pas trop cette approche là, et je trouvais que ça rendait difficile pour les gens qui commencent, parce qu'en fait c'est théorique, en fait c'est un bout de papier ou sur une carte, mais c'est pas sur la figue, tu vois. C'est facile de dire bah là je te tire dessus avec mon obusier, bah il est en tourelle, tu vois, c'est ça, ok, bah vas-y. Les stratagèmes tu peux jamais vraiment les visualiser sur la table, et ça rendait le truc vraiment compliqué. Je suis content qu'on soit passé à la V10, et je suis content de ce point de vue là en tout cas, et je suis content que tu aies pu du coup raccrocher avec 40 000. Parle-moi justement du coup de pourquoi t'es resté, à savoir les ultramarines et les gravis, c'est ça? C'est une histoire de design, je pense. Ultramarine, en fait, comme je te disais, j'avais pris le starter Indomitus et voilà, je me disais dans ma vie de hobbyiste, il faut au moins peindre une fois de l'ultramarine. Donc, c'est vrai, je suis passé par là. Bah ouais, good man. Le but c'était juste d'avoir cette petite collection, parce que les Blade Guard, enfin, je suis un bandeur de vétérans et d'armure gravis. Et ma collection actuelle, c'est que ça. Yes. en vrai de vrai, c'est que ça. Et bon, les nouveaux Terminators aussi, j'ai pas pu résister. Bah, c'est des vétérans. Ouais. Donc ça se tient, ça se tient. Merci. Le lore est de ton côté cette fois. Super. Les gravis, c'est pourquoi, enfin ça m'intéresse parce que c'est clivant, il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Ouais, ça gravis et Phobos, tu vois, c'est un peu les nouvelles armures. J'ai l'impression que la gravis a peut-être réussi à avoir un peu plus de lettres de noblesse, enfin regagner. Phobos c'est intéressant, j'ai l'impression souvent en termes de jeu, il y a des unités tout que les gens ont l'air de jouer parce que vraiment elles ont un impact sur la table qui est assez intéressant, enfin assez tactique, pas forcément violent, mais je sais que le design là aussi il accroche pas tout le monde. Je trouve ça marrant en fait du coup que t'es flashé sur un design qui est relativement récent au final à l'échelle je saurais pas expliquer franchement. Les Space Marines, c'est les badass ultimes de l'Imperium en tout cas. Et toi, si tu les fais plus gros, c'est encore mieux. Voilà, exactement. Je plus gros, plus fort, plus tanky, plus tout ce que tu veux. Moi j'aime bien aussi cet aspect en jeu en tout cas. Alors j'ai découvert après parce que ça a vraiment commencé en tant que collection de figurines que j'aime. Donc on s'en foutait des règles, ça avait rien à voir. Mais ça correspond aussi vachement bien à ton style de jeu. Ouais, aussi le jeu que j'aime bien. Moi j'aime bien jouer des trucs défensifs. J'ai appris à aimer ça en jouant Stormcast du coup. Ouais, c'est clair. Et j'aime bien pouvoir me poser sur un objectif et assurer mes points assez facilement. La létalité, le reste, bon, c'est secondaire, tu vois. Ouais. Si t'arrives pas à me tuer, moi j'ai pas besoin de te tuer toi. C'est ça. Entre guillemets, tu vois. C'est à peu près ce à quoi ça ressemble de t'affronter. Ouais. Avec toutes ces unités d'agresseurs, d'intercesseurs lourds et d'agresseurs. D'éradicateurs. D'éradicateurs, pardon, qui sont extrêmement. Pour le coup, les agresseurs, je les aime pas du tout. Alors c'est du gravis, mais j'aime pas du tout le design. Je les trouve moches comme tout. Ah ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est le côté bulky, enfin les bras ballants. Je sais pas, ça ouais. fait pas naturel. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté un peu. Ils savent pas quoi faire de leurs bras. Tu vois, Han Solo dans la cryogénisation, Ouais, là, c'est ça. il y a un peu ce côté, tu vois. Ouais, un peu bloqué, un peu Ouais. raide. Ouais, 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 complètement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est quoi tes gravis préférés? C'est plus les intercesseurs lourds? Intercesseur lourd. Ok. Et, Je les trouve incroyables. au niveau des persos? Euh, En fait, t'aurais dû jouer un Il y a Imperial Fist. il y a deux capitaines qui sont sympas en armure Ouais. gravis. J'ai qu'une des deux versions, mais La dernière version est vraiment belle, je trouve. Enfin, avec le polter. ouais. Il Et me celle-là, fait elle de est l'œil, cool. mais Il y a aussi un kit avec l'épée tronçonneuse où il peut avoir une grosse épée tronçonneuse Ouais. qui est vraiment jolie aussi. Enfin, ah non, je suis pas fan de celui-là. ah ouais. Non, bah alors il doit y en avoir 3 versions du coup. Parce qu'il y en a une qui a juste une épée levée, Ouais, un qui a c'était juste un épée levée et de Dark Imperium, enfin Ouais. du starter V8. Ouais, Moi c'est celui-là que j'ai, que ouais, il j'aime est beaucoup. cool. Il est bien. Ouais. Mais je pense que les deux autres sont, dans ma tête, légèrement au-dessus. Et notamment Ok, ok. celui que tu joues avec la cape et la cape au-dessus de l'épaule et le bolter de mètre. Ouais, celui-là est propre. il a du flow. Il a du flow. Mais je pouvais pas justifier avoir un capitaine de plus parce que du coup, comme j'ai que des figurines que j'aime, Ouais. tout ce qui est pas en armure gravis, c'est que des personnages quasiment. J'ai Ouais. je dois avoir 4 ou 5 lieutenants, j'ai 3 ou 4 capitaines. Donc voilà, au bout d'un moment, ça devient dur à justifier dans la collection de racheter un Des capitaine capitaines, en et armure encore. gravis alors que j'en ai déjà un, tu vois. Après, quand on aime, on ne goûte pas, mais... Mais après- j'aime beaucoup trop, c'est ça le problème. C'est ça, tu dois te limiter effectivement. Mais c'est intéressant parce que justement tu illustres aussi à toi seul cette possibilité qui nous a été donnée en V10, notamment de jouer par exemple un perso gravis comme Ouais. Thor Garadon des Imperial Fist, Je mais l'ai pas en en ultramarine. ultramarine Ouais. et du coup inventer La meilleure supposer décision. une sorte de... Ouais, tu pensais bien Pour ça? moi, c'est la meilleure décision. Ouais. Parce que du coup, ça clash pas entre la collection et le jeu. Mhm. Ça t'ouvre des possibilités de fou en termes de jeu et sans te limiter dans ton schéma de couleur custom qui était un peu la règle avant quoi. Ouais, Si tu voulais pouvoir jouer avec n'importe quelle règle, il fallait faire ton propre schéma de couleur. ouais. Bah ouais, mais moi j'aime bien les ultramarines. Donc on fait C'est comment ça. maintenant, tu vois. Ouais. Ouais, puis même en faisant ton schéma de couleur, il y a des gens qui pourraient te dire, bah en fait, le truc c'est que lui c'est un perso ultramarine ou un Ouais, Imperial bien Fist, et sûr. il y en a que ça peut choquer. Ouais. Après, moi j'aime bien, justement, c'est un des rares trucs qui reste un peu comme ça. Enfin, je pense c'est un peu accidentel parce que effectivement c'est un des derniers trucs comme ça chez Games Workshop, dans le côté un peu justement, tu vois, système D, à base de tu veux jouer full gravis, c'est plutôt un truc qu'on a l'habitude de voir avec des Imperial Fist. Tu peux le faire avec des ultramarines. Imagine que Thor Garadon c'est Thor Garadonus, enfin on s'en fout, et limite tu peux convertir une figue, tu peux prendre la figue de base et juste lui appliquer des couleurs, tu peux changer le casque, tu peux changer juste des petits changements, et en fait ce genre de petite niche, tu sais, dans lequel en fait Games Workshop t'invite presque à être créatif, je trouve ça hyper bien. Ouais, Et- mais ça c'est pour des hobbyistes à l'ancienne comme toi. Ouais, Moi qui ai commencé en 2019 où il y avait un catalogue déjà si étendu, c'est un truc que je fais très peu mhm. parce que bah, j'ai pas forcément besoin de le faire. Ouais. Et en plus. Mais t'es content de pouvoir jouer le truc quand même. Ouais, bien Au sûr. final on Ouais, se ouais, retrouve ouais. sur ce terrain-là, quoi. Et puis, je suis toujours un peu dans la recherche de l'efficacité parce que j'ai beaucoup d'armées, j'ai une pile of shame absolument démente. Et tu La vois, plus grosse que j'ai jamais vue. s'en est rendu. Il a la à un plus grosse, point. je vous le dis. Après, je le vois pas comme une pile of shame parce que tout est monté, Ouais. tout est soclé, tout est prêt à être joué. Alors, je le joue en papin, il y en a certains qui vont crier au scandale, mais Après, voilà. Je suis là pour le jeu avant tout, donc. T'es là pour le jeu, et puis je veux dire, pour ta défense, que tu fais notamment des grosses sessions de batch paint, Ouais. un peu de zinzin. Là récemment, tu as fait une nouvelle armée Space Marine, est-ce que tu Oui. peux me parler de ça? Alors ça a commencé, du coup comme je disais plus tôt, j'ai découvert 40K en V3 et il y a pas longtemps, un gros coup de nostalgie, j'ai décidé de reprendre le livre de règles et je me suis acheté le codex Space Marine V3 du coup qui allait avec. Et en feuilletant ces glorieuses pages un Bien peu sûr. jaunies, Mon premier codex. je suis retombé sur toute l'époque, l'époque heavy metal années 90 avec des couleurs bien flashy, Ouais. le goblin green sur les socles et l'herbe statique là, et c'était beaucoup trop glorieux, donc on est parti sur Le Bon Coin tout de suite. Mhm. Et en fait, mon plus gros problème, c'est que entre le moment où j'ai une idée et le moment où je passe à la caisse, il y a un... Une autre idée qui arrive. Non, même pas, non, justement, j'aimerais bien, ça pourrait m'éviter de faire des bêtises des fois. Ouais.
mais la prise de décision se fait tout de suite, quoi, tu vois. Si j'ai une idée, je suis en mode, bah vas-y, let's go, on y va. Et comme tu disais tout à l'heure, par contre, tu te lasses vite, c'est un danger pour toi de... Ouais. Ouais, ok. Mais t'as acheté une grosse armée et t'es pas sûr de pouvoir la peindre, par exemple, ça a déjà arrivé? Non, Okay. non, il y a vraiment l'aspect collection. Si je me lance dans une armée, c'est parce que j'aime la collection du truc, tu vois. Ok, donc là, t'as eu un flash Mini Marines, Firstborn, peu importe comment on les appelle. Donc j'ai fait pour le coup une liste à 2000 points, donc j'espère que Games Workshop va pas souiller mon projet avec des changements de coûts en points. Mais je me suis fait une armée de 2000 points de Blood Ravens, parce qu'un de mes premiers amours de Warhammer, c'est Dawn of War aussi. Il faut vraiment qu'on fasse un épisode sur Dawn of War et où les jeux Warhammer, mais il y en a tellement, il faudrait que je parle de ça. Avant Total War, c'était Dawn of War qui m'a totalement matrixé. Toi et des milliers d'autres. Je les ai tous faits, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. C'est lequel ton préféré? Je pense que c'est le 1. Hein. Ouais. Dawn of War 1 et probablement la 3e expansion quand ça introduit les taux. Là. Ouais. C'est juste Dark Crusade, il est incroyable. Il est sommet. Et ce système de conquête planétaire qui était très cool. Ouais. C'était tellement original, tu vois. Très Total War dans l'esprit, bizarrement. Ouais. Mais de pouvoir et puis tu vois de pas pouvoir atteindre n'importe quel territoire que tu veux, il faut d'abord conquérir ce territoire pour pouvoir accéder à celui-ci parce qu'il a des bords, des frontières et tout. Enfin, c'était tellement bien pensé, c'était tellement cool. Un peu répétitif, mais c'était sympa. Ouais, et puis moi ce qui m'est beaucoup resté, c'est aussi une déformation professionnelle, mais c'est les répliques des le voice acting était incroyable. Et complètement fou. Tu joues en anglais ou en français? J'ai fait les deux, je pense. Le français est relativement bon, hein. Enfin même très bon. Hein. Mais après maintenant je joue plus en anglais, mais c'est vrai mais je pense que c'était en anglais, franchement, je fais encore les répliques de Dawn of War pour les unités d'Imperial Guard. Quand je joue, donc. D'ailleurs, quand j'ai évoqué mon projet d'armée mini Marines, j'ai eu le droit à un florilège de répliques. C'est vrai, de ta part. Terminator prêt. Mais t'en as des Terminators dans le truc. Du coup, je me suis fait une liste de 2000 points. Donc, en essayant de garder un peu cet esprit White Dwarf de liste à l'ancienne. On se régale. Donc, j'ai 20 Tactical Marines. On se régale. Que j'ai soclés pour faire des intercessors. J'ai 10 Marines d'assaut. J'ai 5 Devastators, j'ai un Predator, un Rhino, un Landspeeder, une escouade de 5 scouts, une escouade de commandement avec un capitaine dedans, j'ai un apothicaire, un lieutenant, un chapelain en armure Terminator, Gabriel Angelos. Normal. Dieu bénisse l'impression 3D. Exact. Et Gabriel Angelos et 10 Terminators d'assaut. T'as pas un petit Whirlwind qui squatte? Non, j'aurais bien aimé, mais ils sont durs à trouver d'occasion parce qu'ils sont forts en V10. Ouais, c'est ça, et alors, je voulais pas mettre un gros billet dessus, du coup. Parce que les Rhinos que t'avais, le Predator que t'as pris, c'est un Predator V2 en fait. C'est un Predator à l'ancienne. Je sais pas du tout. J'ai honte de le dire. Non, je fais le puriste comme ça qu'on emmène. Non, mais il me semble que tes véhicules, c'est vraiment ceux de effectivement du Codex V3 où à l'époque ils avaient pas. Je crois que les véhicules n'étaient pas encore refaits. Et du coup, moi quand je l'ai acheté ce codex, vu que les codex à l'époque, ceux qui sont jeunes obéissent ne le savent pas, mais des fois il y avait des codex qui duraient plusieurs éditions et même plus de 3 ans. Et les gens achetaient des codex pour des armées qui ne jouaient pas. Et c'est ça. Juste pour le plaisir. Et il y avait aussi des codex effectivement. Donc moi par exemple quand j'ai commencé Warhammer 40 000, j'ai acheté ce codex Space Marine dont tu parlais tout à l'heure. Et dedans, il y a le Whirlwind avec ses roquettes hyper. Mais il me donne trop envie. La figurine est incroyable. Mais et il y avait les vieux rhinos. Et en fait, moi à l'époque, je comprenais pas parce que j'étais en mode, mais c'est quoi ces trucs? Parce que j'allais en boutique et ils avaient déjà remplacé. Mais vu que des nouvelles figues ne donnaient pas forcément de nouveaux codex. Enfin, il y avait ce truc-là qui était rigolo, quoi. Donc en fait, t'avais aussi des dévastateurs avec, tu sais, l'arme sur l'épaule et l'autre bras qui sert à rien. Et alors qu'il y avait déjà des nouveaux dévastateurs plastiques. Enfin, c'était marrant. C'est une belle époque où limite on était entre la V2 et la V3 un peu tout le temps en fonction de quel livre tu ouvrais. Et du coup, ça donnait lieu à des trucs assez rigolos, notamment des socles verts dans un codex, puis après les mêmes figues que tu voyais ressocler, tu sentais que au siège à Nottingham, ils avaient fait ça en 2 spies. Mais donc bel effort quand même cette armée de Bloodraven. Il y a un dread aussi que j'ai oublié de mentionner parce que c'est la base un peu. Mais... surtout très bonne réplique là aussi. Faut que tu les apprennes. Le dreadnought. Enfin, c'était un gros projet. Là, je suis en vacances pendant 2 semaines. J'ai passé une grosse semaine dessus à peut-être 10-12 heures par jour. Des grosses journées. Et puis l'armée était finie en 1 semaine et ça fait trop plaisir. Trop hâte de l'avoir sur table. Va falloir lui faire une petite partie narrative autour de ces Bloodraven là. Faut qu'on fasse un scénario à la Dawn of War ou un truc comme ça. Je suis trop chaud. J'ai des orques en plus, alors ça ferait des très bons ennemis pour les Bloodraven. Ouais, c'est clair.
Et est-ce que tu peux me parler d'un truc, puisqu'on parlait de Nottingham, Ouais. et que tu as évoqué tout à l'heure avoir vécu en Angleterre, me raconter, parce que j'ai l'impression que c'est concomitant, ta découverte du hobby et le fait que tu vives là-bas, ou presque, enfin ta redécouverte on va dire du hobby. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette époque bénie et ton côté british? Bah, du coup, j'ai commencé en 2019, donc c'était un an avant le Covid. Et donc les débuts étaient un peu timides, c'était vraiment que moi et mon pote qui jouaient ensemble. Et par contre, une fois que tout a réouvert, on est allé faire un tournoi avec mon pote. On allait faire un tournoi, rencontrer pas mal de mecs avec qui j'ai eu l'occasion de rejouer, notamment à Warhammer World, Ok. ce qui était plutôt incroyable. Et T'habitais dans le coin? Enfin, autour de c'est Nottingham? pas loin. Ouais, pas loin. Ouais. j'habitais à Sherwood, un quartier qui s'appelle Sherwood, c'est D'accord. genre 10 minutes de bus du Comme centre-ville. le shérif du Sherwood? Ouais, c'est ça, ok. comme la forêt. Ok, ouais. Et donc j'ai pratiqué le hobby là-bas, mais c'était plutôt un truc solitaire un peu. Mhm. Mais une fois que j'ai commencé à rencontrer des gens, en fait, on se rend compte que tout le monde se connaît là-bas, quoi. Ouais, Il y a vraiment l'aspect. il y a vraiment l'aspect communauté du hobby où les gens voyagent de ville en ville pour aller à des événements. Ils se réunissent quand ils peuvent à la Mecque qui est Warhammer World. Et ils sont hyper actifs en ligne, tu vois. Je faisais partie d'un groupe WhatsApp de vente et d'échange, un groupe WhatsApp de règles, enfin. Les mecs sont au taquet, quoi. Ils vivent Warhammer pour de vrai. Et tu penses que ça t'a aidé à kiffer, enfin, tu vois, à t'y mettre pour de bon, cette culture-là, enfin, cette variante de la culture hobby? Bah, ça a créé plutôt une frustration parce que cet aspect vachement communautaire, je l'ai pas tant trouvé en France. Ah ouais, ok. Quand je suis Ça t'a arrivé en France, habitué à un ouais, truc c'est ça. beaucoup plus Tu vois, solide, quoi. tout ça, je l'ai découvert quand j'étais proche du départ et c'était un régal. J'ai adoré. Et en France, je me disais, bah, franchement, je vais faire ça. Ouais. Tu vois, je veux faire ça, faire partie d'une communauté et vivre mon hobby vraiment, quoi, tu vois. Et le fait qu'en France, c'est pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas un magasin dans lequel tu peux aller jouer à n'importe quel moment. Il y a pas Ouais. le hobby est un peu moins vivant. Enfin, de l'impression que Ouais. moi j'en ai. Quand t'as commencé à Warhammer World, c'est dur de trouver mieux, quoi. Ouais, non, c'est vrai, dit comme ça, c'est vrai. Mais l'aspect associatif du hobby en France, c'est typiquement français, ça, tu vois. Mhm. C'est pas un truc qu'on trouve en Angleterre. Ouais. Et, Il n'y a pas d'assaut, c'est plus autour d'un magasin, autour ouais, d'une c'est ça, c'est boutique. ça. C'est un endroit pour jouer, quoi, et Ouais. des gens qui s'y retrouvent. Mhm. Et c'est pas un truc enfin, tu vois, je prends l'exemple de Nantes, il y a une asso qui est ouverte le mercredi et le samedi soir, pour celle qui est le plus accessible pour moi. Et bah, c'est 2 soirs où je travaille. Ouais. Et vu que j'ai des horaires particulières avec mon métier, c'est très compliqué de jouer. Donc j'ai investi je me suis acheté une table pour pouvoir jouer à la maison et tout, mais pareil, avec mes horaires, c'est très compliqué de trouver des parties. Et puis, moi, les gens avec qui j'ai été amené à jouer, ils ont un peu cet aspect un peu hypocrite où ils se prétendent être joueurs narratifs, mais qui sortent des listes de tournois. Et que dès qu'ils perdent, c'est parce que la méta ceci ou c'est parce que cela. Tu vois, ils veulent être des bons joueurs, mais ils le sont pas et ils l'assument pas. Je sais pas trop comment expliquer. Bah si, ça paraît plutôt clair, mais... Mais et du coup, sur ça t'a AOS, découragé principalement sur AOS. Ouais. À la 40K, il y a des très gros compétiteurs et c'est assumé, tu vois, ils font la ligue et tout. Mais sur AOS, j'ai eu du mal à trouver des joueurs qui me ressemblent ou qui jouent dans la même optique que moi en tout cas. Mhm. Et tu penses qu'en Angleterre, c'était plus une optique généralisée, d'être, on va dire, vraiment investi, mais pas non plus en mode tournoyeux? C'est beaucoup de tournoyeux. Ouais. Ouais, beaucoup de tournoyeux, mais c'est des tournois, il n'y a rien à gagner, tu vois. Il n'y a pas d'argent. Le gagnant, il repart avec un kit de son choix, quoi, tu vois. Il repart avec une boîte à 40 balles. Donc les mecs vont pas non plus s'étriper là-dedans. Mais il y a une culture du jeu dur et du vrai beau jeu, tu vois. C'est comme ça qu'ils prennent plaisir sur table. Donc il y a des mecs qui vont sortir des listes un peu débiles, tu vois, pour faire rigoler les copains. Mais ça joue sérieusement, quoi. Ok, même avec des listes débiles, ça joue sérieusement. Ouais. C'est sympa. Mais ouais, c'est trop cool. Et du coup, t'es la première personne que je reçois, si je dis pas de bêtises, qui a été au Warhammer World, où j'ai jamais mis les pieds moi-même, ce qui est une honte absolue. Il faut qu'on y aille. Donner sur le Tipeee. Cliquez. Non, mais est-ce que tu peux enfin, sans forcément spoiler la surprise pour celles et ceux qui voudraient s'y rendre, mais toi, enfin, tu vois, est-ce que tu as des souvenirs ou qu'est-ce que tu en penses en fait de ce lieu que j'ai l'impression on fantasme un peu tous? C'est incroyable. En fait, c'est juste incroyable. Ça paye pas de mine, tu vois. Vu de l'extérieur, t'arrives, t'es sur un parking. Ouais, exactement. C'est un grand parking. Il y a des usines autour et tout. T'es en zone industrielle, quoi. Ouais.
Et tu rentres, déjà dans le hall d'entrée, il y a 3 dioramas incroyables. Et une partie, quand tu montes à l'étage, il y a une partie boutique, il y a des tables phénoménales, des trucs que tu as pu voir dans le White Dwarf, tu vois. Ça sert de décor de photos officiel pour Heavy Metal et tout, et c'est des tables de jeu sur lesquelles toi tu peux jouer, c'est juste incroyable. Ouais. Incroyable. Cette proximité-là, elle doit être folle. Enfin, Ouais. pouvoir toucher le hobby que tu as vu Ouais. dans des codex. Quoi, Et puis non, dans mais les White Dwarf. enfin, moi j'ai jamais vu des tables de ce niveau-là. Mhm. Tu vois, il y a des tables un peu pourries, tu vois. Mais il y a des vraies belles tables pour faire du narratif justement, mais du narratif de haut vol, quoi. Tu vois. Ouais, Et ça fait rêver. c'est incroyable. Et t'as la partie boutique qui est très sympa aussi parce qu'ils ont des vitrines dans lesquelles ils exposent des armées, des collections, soit de mecs qui sont venus à Warhammer World. Et tu vois, ils ont kiffé son armée, ils sont en mode tiens, on t'expose. Et le mec est là, ok, let's go. Ou des membres du staff, tu vois, qui ont des conversions, des schémas de couleurs particulières, des trucs sympas comme C'est ça. vraiment stylé, ouais. Et c'est trop bien de mettre en avant son équipe comme ça, enfin moi je trouve en tout cas. Et après il y a le musée, quoi. Et le musée, là, c'est Le musée, la c'est singerie, incroyable. comme tu dis. Incroyable. Après, j'ai raconté cette anecdote hier. La première fois que je suis allé, c'était avec ma mère. Et j'avais pas capté. Je savais qu'il y avait un musée. Et pour moi, le musée, c'était juste les vitrines que je voyais à droite, à gauche, parmi la Dans les boutique. boutiques, l'entrée, Ouais, tout c'est ce que ça, tu as c'est décrit ça, exactement. précédemment, quoi. Pour moi, c'était ça le musée. Et je trouvais ça déjà fou, tu vois. Et j'y suis retourné après avec ce fameux pote, Bruno, dédicace, qui m'a fait commencer le hobby. Et il a poussé une espèce de porte à double battant qui était derrière le comptoir. Et je me suis fait, mais attends, c'est ça en fait le musée? Il est là. Et là, j'ai pris la gifle de ma vie. Ouais. Ouais, en tant que hobbyiste, tu Et fais tu pas peux mieux. passer des heures et des heures. Ouais. Ouais. Bah, déjà, pour chaque gamme, il y a toutes les figurines peintes. Mhm. Pour chaque armée qui Ouais. existe et qui commercialise, il y a toutes les références peintes, montées, peintes par Heavy Metal. Et c'est juste fou. Déjà, rien que ça, c'est fou. Bah, c'est un truc de ouf, mais c'est vrai que ça m'y fait penser, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé dans le hobby, les boutiques Warhammer, enfin Games Workshop à l'époque, il y avait souvent plusieurs personnes. Et pour avoir travaillé dans l'une de ces boutiques, on avait aussi des objectifs hobby. Ok. Et il fallait peindre notamment les nouveaux kits quand ils sortaient. Ouais, bien sûr. Et il y avait un truc, et ça n'existe plus aujourd'hui. Par exemple, là j'ai assemblé 2 Rogaldorn récemment. Je n'avais jamais vu un Rogaldorn dans une vitrine, à droite à gauche en France, Ouais, bien sûr. dans des boutiques indé, etc. Et ça c'est un vrai truc. Je comprends qu'ils aient pas le temps de le faire parce que quand tu es tout seul dans une boutique, c'est Puis il y a juste beaucoup trop de impossible. sorties Et il y a maintenant. beaucoup trop de sorties. C'est Mais, plus tenable. mais ça serait sympa, tu vas te faire à chaque fois un peu. T'as un nouveau kit qui est un peu qui tabasse, tu le mets quoi. Et c'est vrai que souvent bah, ça manque. Et pareil, les armées des gens, heureusement qu'il y a encore 2-3 boutiques où il y a des gens qui viennent exposer leurs armées parce que c'est aussi un espèce de multiplicateur, je trouve, de zinzin que de voir les trucs en vitrine bien fait, fini. Ah, ok, Ouais. c'est ça vers enfin, c'est mon objectif, je tends vers ça, c'est ultra motivant. Mais bref, Et reprends puis, sur le non, War. et puis ça rapproche la communauté parce que tu peux être amené à discuter avec la personne qui a exposé Bah, telle c'est ou ça. telle pièce et c'est en mode mais comment t'as fait ça, comment t'as fait Mm. tu vois. C'est cool, c'est ça aussi qui est sympa avec le hobby, c'est qu'on aura toujours un sujet de discussion entre nous Ouais, quoi, tu vois. c'est clair. Avec n'importe quel ghoul, Ouais, exact. tu trouveras quelque chose à raconter. Mais ouais, la vie c'est incroyable et donc ça c'est l'aspect un peu classique et là où ça devient vraiment fou c'est leur diorama. Mhm. Parce que tout au long du musée, il y a des dioramas dans des vitrines énormes et il y a des mises en scène un peu classiques. Tu vois, ça va être une scène de siège Warhammer Fantasy Battle par exemple. Ouais. Mais c'est un siège comme on n'a jamais vu quoi. Oui. Il doit y avoir 5000 points d'armée des deux côtés, tu vois, tout est peint à un degré de peinture incroyable. Et derrière, il y a des trucs un peu plus originaux, tu vois, genre. Je peux pas spoiler, c'est trop dur. Mais si vous y allez, marquez mes mots et pensez au diorama Ossiark Bone Reaper. Ok, C'est tout ce que je peux dire. vas-y, on le note. Mais franchement, j'ai jamais vu un truc comme ça. Ok. C'est juste exceptionnel. Il y en a un qui avait été posté à l'époque des squats, Ok. quand ils sont sortis, enfin les Leagues of Votan, je me corrige, que j'avais trouvé absolument fou. Et je me suis dit, si c'est ce niveau-là, pour toutes les armées qui sont sorties en fait ces dernières années, ça doit être complètement dingue. Ou c'est un espèce de vaisseau impérial qui s'est écrasé. Ok. Et en fait, c'est des League of Votan qui vont, je pense, récupérer du matos dans les ruines du vaisseau, enfin dans l'épave du vaisseau. Et je trouve le diorama, il est trop dingue. Enfin, on dirait vraiment un espèce de concept art, mais en 3 dimensions, quoi. Et ouais, donc maintenant, là, tu me Je chauffes. crois pas l'avoir vu celui-là. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en janvier 2023. Ouais, Et franchement, j'ai eu ils une sont chance. sortis en 2022 pourtant, mais. Ouais, Ou alors, il après, était le peut-être pas temps, fait, en fait. voilà, Ouais, c'est ouais, ça. le temps de ouais. faire un diorama, des fois. C'est clair, ouais.
Mais j'ai eu une chance de fou quand moi j'y suis allé parce que ils exposaient des pièces qui avaient gagné des Golden Demon de l'année précédente. Donc, D'accord. le Golden Demon 2022, donc on se souviendra tous de ce méga gargan qui chicote une hydre incroyable. Ah là. yes, ouais, je me souviens. J'ai vu la pièce en vrai, derrière une vitrine, tu vois, mais c'était fou. Ouais. Il y avait un buste Tau aussi dans la catégorie libre. C'est une des pièces, moi, qui m'a le plus marqué. C'était juste le travail de texture. Ouais, avec l'antenne et tout. Ouais, c'est ça. Avec le travail de texture sur les cuirs, les métalliques et tout. Et de voir cette pièce en vrai, ça m'a ému, tu vois, franchement. Ouais. J'ai l'impression d'être au musée, quoi. Bah ouais. C'est le musée des Warhammer. T'es devant un Rembrandt, tu vois. Ouais. C'était juste fou. Okay. Et je conseille à tous d'y aller parce que c'est incomparable. Incomparable, ok. Et déjà, quand tu rentres, pareil, je vais pas trop spoiler, mais la première chose que tu vois en rentrant, c'est un diorama Age of Sigmar qui met en scène la chambre sacro-sainte contre des Night Haunts. RIP. Et c'est trop. Ouais. C'est juste trop. C'est peut-être pour ça qu'ils arrêtent la gamme. Ils ont dépensé toutes les figues. Ils ont mis toutes les figues toute de la gamme Sequitor. sacro-sainte est passée là-bas. C'est bien possible. Ouais, mais c'est toujours le côté diorama, c'est toujours un truc qui m'a fait un peu rêver parce que notamment, je reviens un peu aux boutiques de mon enfance et tout. C'est vrai qu'il y avait des belles mises en scène. Ouais. C'est soit avec des figues, parfois même effectivement des vrais dioramas, c'est-à-dire pas de soc, vraiment les figues collées et tout au décor. C'était pas comparable en termes de taille et d'échelle, je pense, mais j'ai vu 2-3 trucs qui étaient quand même vraiment vraiment sympas et qui parfois étaient exposés, tu sais, limite sur la table de jeu du magasin. Ouais. Et j'ai vécu des trucs comme ça et ça m'a pas mal marqué. Bah ouais, c'est fou. Mais c'est ça aussi, tu vois, en Angleterre, vu que c'est le pays de la maison mère, la moindre boutique Games Workshop, c'est un délire. Dinguerie, ouais. Je suis passé à Londres, les vitrines là-bas, mais tu pètes ton crâne. C'est clair. C'est des dioramas à chaque fois et qui changent peut-être une fois par an, facile. Donc, je crois que c'est la boutique de Manchester où ils ont un vaisseau orc ou un truc accroché au plafond. Enfin, je sais pas si tu jamais allé là-bas. Non. Ouais, c'est complètement dingue. C'est vraiment très très classe. Mais tu vois, ils explosent partout où ils peuvent. Je sais que Warhammer, ça a toujours été, même quand je jouais pas, tu vois, de passer devant une boutique, c'était toujours un petit événement, quoi. Tu vois. Je jouais à Magic beaucoup avant de me remettre à Warhammer. Et à chaque fois que j'allais jouer, je passais devant une boutique Warhammer à Birmingham. Et je pétais mon crâne, c'était trop fou en fait. J'ai toujours eu cette petite démangeaison, il y avait toujours un truc c'était là, dans le coin de ta tête, qui allait me ramener à ça à un moment, c'était sûr. Est-ce qu'on mange bien au Warhammer World ? Non. On boit bien, par contre. On boit bien. Ok, bon, ça va, on se rattrape là-dessus. C'est le sens des priorités à l'anglaise, ça. Ouais. Et du coup, je te posais cette question pour t'emmener sur la question cuisine de ce podcast, la partie Top Chef de ce podcast, t'as vu, l'art de la transition. Mais ouais, du coup, est-ce que toi, tu ferais des parallèles entre cette passion pour le hobby, pour les figurines en général, et ton activité? Est-ce qu'il y a eu des ponts, des trucs qui t'ont servi? Est-ce que l'un t'a appris des trucs pour l'autre? Je pense que j'ai gagné en skills au travail grâce à Warhammer un peu. Ouais. Tu vois, parce que en fait, je peins pas très bien. Quand j'ai commencé, c'était un carnage parce que j'ai un problème un peu cognitif où j'arrive pas à tenir un stylo ou un pinceau du coup comme un être humain normal. Et c'est très très dur pour moi. Ça a été très dur pour moi d'être précis. Tu vois, j'ai pas des mouvements précis du tout à la base. Et à force de m'entraîner, de peindre armée après armée, c'est venu un petit peu. Le brush control est beaucoup plus maîtrisé. Et c'est un truc que je peux retranscrire au travail, tu vois, en termes de précision et de steady hands, je sais pas trop comment on dit, de main ferme, tu vois. C'est ça. J'ai beaucoup plus de contrôle de tout ça et c'est lié au hobby vachement. Ok. Et toi, t'as toujours été dans la cuisine, c'est toujours un truc qui t'a intéressé ou c'est venu plus tard Ouais, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Ok. Donc j'ai fait. Comme beaucoup de gens qui bossent en fait finalement ouais. Dans cette industrie, j'allais dire cette industrie, je sais pas si c'est le bon terme, mais dans ce milieu en tout cas. Mais souvent vous commencez tôt. Ouais. J'ai passé plus de temps à être cuisinier qu'à pas l'être dans ma vie à l'heure actuelle. Donc... Quand t'es en cuisine, t'es ultra focus ou est-ce que, tu penses qu'à ça, ou est-ce que comme moi je peux pas le faire parce qu'il faut que pour écrire, il faut que je sois concentré sur ce que j'écris, mais je sais que notamment quand je cuisine,
Et ben des fois vu que c'est souvent très manuel, j'ai la moitié de mon cerveau qui est disponible et je pense souvent au hobby quand je cuisine ou quand je fais la vaisselle. Ouais. Est-ce que ça t'arrive ou Non, pas vraiment. Non, ok. Non, c'est deux choses bien distinctes. Parce que je me dis, t'aurais pu avoir le meilleur des mondes, quoi. T'es en train de couper tes légumes et t'es déjà en train de planifier ta prochaine armée, tu vois, je t'imaginais comme ça, moi. Ouais, non, parce qu'il y a peu de Faut planification comparé à toi. C'est pas tout le monde qui écrit un bouquin presque avant de se lancer dans un projet d'armée. Ouais, oui. Bon. T'es un des rares que je connaisse en tout cas. Ouais, mais c'est l'investissement émotionnel. J'en ai Yes. besoin. J'en ai besoin sur la durée, c'est ça dont j'ai besoin, moi. Non, mais par contre, à côté de ça, c'est un bon exutoire parce que j'ai un métier qui est quand même assez stressant. Tu vois, le coup de feu, le service et tout, ça peut être violent, tu vois. Et de rentrer à la maison, pouvoir décompresser, d'avoir une activité calme comme ça, tu vois, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Et tu vois, pendant longtemps, je fumais des cigarettes qui font rire, pendant très 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 longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte, depuis que j'ai arrêté, que avant, je subissais mon temps libre. Tu vois. D'accord. Je subissais mon temps libre dans le sens où je faisais en sorte que ça passe le plus vite possible, tu vois. Ouais. En mangeant des jeux vidéo, tu vois, en regardant, en binge-watchant des séries, tu vois. C'était des trucs passifs. Et du coup, je fumais à côté pour que ça passe plus vite, entre guillemets, tu vois. Mais je subissais vraiment mon temps libre et mon temps seul. Et depuis que j'ai commencé le hobby, je me régale là-dedans, en fait. Ouais. Je prends un plaisir de fou à être tout seul, à faire mon truc, tu vois, qui me détend. Et ça va faire 2 ans presque que j'ai arrêté de fumer et je ressens plus du tout le besoin, tu vois. Et tu dirais que ça a créé une espèce de sens, à ton temps libre, ça a donné du sens à ton temps libre. Exactement. En fait, c'est productif maintenant. Ouais. Quand je fais quelque chose, tu vois, quand je peins, je suis fier de moi, tout simplement. Ouais. Je finis une figurine, je finis une armée, j'ai un sentiment de fierté que il y a très peu d'activités autres qui peuvent t'apporter, quoi, tu vois. Ouais, c'est assez ouf. Et moi, souvent les soirs où j'hésite entre peindre et, par exemple, faire du jeu vidéo, même si c'est toujours plutôt cool, j'ai tendance à jouer à des jeux, des formations professionnelles là aussi, mais narratives, donc j'en tire au moins, Ok. tu vois, l'émotion de l'histoire, etc. Enfin, quand c'est bien. Et après, c'est vrai qu'il y a des fois où, quand c'est pas bien, ou que je sens que j'ai forcé, j'ai joué trop longtemps, je me suis dit putain, mais en 4 heures, j'aurais pu faire une dinguerie. J'aurais pu peindre de la garde impériale, j'aurais pu peindre des Space Marines du chaos. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai qu'effectivement, ce sentiment de fierté, je sais pas, faudrait trouver un autre nom. J'ai une forme d'accomplissement en fait. Tu vois, tu mets le truc dans ta vitrine et t'es en mode qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Putain, au boulot, c'était de la merde toute la journée. Par contre, hier soir, j'ai fait un char et il est dans la vitrine maintenant, ça va être trop bien, quoi. Non, moi vraiment, je suis fier de moi. Parce que je te dis, je reviens de loin. Il y a une époque, peindre des yeux, c'était impensable. Tu vois, je passais plus de temps à faire des retouches qu'à poser des couleurs parce que j'avais pas du tout la stabilité, j'avais pas la précision pour peindre bien, tu vois. Et bon, je suis pas un monstre en peinture non plus, hein, on va se calmer un peu. Mais, non, mais attends, mais je peins assez bien pour être fier de moi. C'est donc, ça. Vraiment, il y a un sentiment de fierté. Je finis quelque chose, je le regarde, c'est propre, je suis content, tu vois. J'allais dire, surtout si tu as surmonté potentiellement une addiction, ton problème par rapport au pinceau, enfin je veux dire, c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est cool. Et puis c'est un truc, alors j'ai un peu une dualité par rapport au hobby dans ce sens-là, c'est que je vais me sentir un peu coupable. Tu vois, par exemple, j'ai du temps libre et je l'optimise pas pour peindre des armées, moi qui ai tant à faire, enfin pour peindre des figues, moi qui ai une pile of shame incroyable, je me sens un peu coupable. Tu vois. Donc je prends du plaisir quand c'est fini. Je prends beaucoup de plaisir une fois que c'est fini, mais des fois je vois ça un peu comme un taf en fait. Tu vois. Moi aussi. Et c'est fou. On se retrouve là-dessus, complètement. Complètement. J'en ai vachement chié là sur mes 5 derniers cavaliers. Enfin, c'était long. Je trouve le résultat est super cool. Mais au moment où je les ai mis dans la vitrine, j'étais en mode next. Tu vois, genre vraiment le sentiment de fierté a duré 5 secondes, tu vois. Et j'étais en mode bon, heureusement, c'est le plaisir aussi du jeu, je pense. Et il faut. Enfin, je me permets de le rappeler parce que c'est vraiment un truc qui, je trouve, est un énorme motivateur pour moi. C'est de se redire, au moment où tu les reposes sur la table et d'un coup tu les redécouvres et tu fais putain, mais c'est vrai que je m'étais appliqué, c'est vrai que j'avais mis du temps, c'est vrai que j'en ai chié, mais ça valait le coup. Et ça donne une espèce de. Il y a une forme de gratitude et de sens qui continue, tu vois, partie après partie. Et ça, c'est vraiment très cool, y compris sur des armées, des fois où là, en ce moment, on fait une campagne narrative avec les copains. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on ressort aussi des vieilles figues. Et, on se dit, et ça leur fait du bien. Et en même temps, ça me fait du bien, moi. C'est vraiment très très cool. Après, il y a ce côté aussi où
t'as passé tant de temps à piquer sur une unité et elle meurt T1 avant d'avoir rien fait de la partie. Ça, c'est rude. Mais c'est ça qui est fou avec ce hobby, c'est qu'il y a tellement de sentiments partagés alors que c'est juste des petits bouts de plastique, quoi, tu vois. Et après, c'est ce que t'en fais et c'est juste incroyable. Le meilleur hobby du monde. On parlait de niveau de peinture, t'es un gros adepte, je crois, du Slapshop. Ouais, j'ai trouvé ce hack dans la matrice. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'a aidé vraiment par rapport au côté grosse paille chaîne, grosse collecte, peut-être aussi par rapport à ton niveau de peinture? Est-ce que tu penses avoir gagné grâce à ça? En fait, ça aide à avoir des résultats très satisfaisants, moi je trouve, rapidement. Yes. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui savent peut-être pas ce que c'est, qu'il s'agit de brosser à sec des figurines en gris-blanc, c'est comme ça? Ouais, en fait, c'est une sous-couche de noir avec un très gros brossage de gris. Ouais. Pour laisser que les ombres en noir, et après un très léger brossage de blanc. Ok. Donc plus ou moins léger en fonction du résultat que tu veux. Bien sûr. Et après c'est une application de peinture contraste, donc qui sont translucides. Ouais, c'est ça. C'est ça le mot. Avoir toutes les gammes maintenant, parce qu'il y a contraste Games Workshop en premier, mais c'est vrai que maintenant le côté peinture filtre, il y en a énormément. Ouais. Et en fait le brossage définit vachement vite les volumes. Ouais. Et après avec et ça fait tes ombrages, des éclaircissements en fait. Et ça a un aspect un peu naturel, mine de rien, parce que c'est vrai. C'est un peu le principe de la zénithale, mais en plus appuyé, quoi. Et cette transition du noir au gris au blanc permet d'apporter un intérêt visuel à une couleur qui serait peut-être plus... qui serait plus plate à la base, quoi. Ouais. Et sans passer dans toutes ces étapes d'éclaircissement, de lining, des arrêts classique, ouais. Ouais. Et donc toi t'as adopté ça quand? Relativement tôt ou... Après je le fais pas sur toutes les armées, il y a des trucs où ça rend très bien, c'est toujours un peu le problème des contrastes, il y a des surfaces, des matériaux où ça marche très bien et il y en a ça marche pas du tout. Mais tu vois, par exemple, je suis surpris parce que toi tu le fais avec les Space Marines et il y a peu de gens qui le font justement avec les Space Marines parce qu'ils pensent que c'est trop lisse. Moi je trouve que ça marche bien. Parce que du coup ça donne un grain un peu à l'armure, tu vois, à la couleur où... Ouais, ce que tu dis c'est qu'au final, si tu... Une couche de base toute seule, sans la vie, sans éclaircissement, ça peut être un peu terne et là ça rajoute une texture, ça rajoute un peu de cachet potentiellement, un peu de vie, Enfin ça se défend. Puis surtout pour du Space Marine, tu vois, que je comprends pourquoi les gens le font pas. Parce qu'à la base on est sur un truc un peu monochrome, mais ça permet de casser ça, tu vois. S'il y a une couleur principale sur toute la figurine, des pieds à la tête, ce que tu vois rarement sur d'autres armées, quoi. C'est vraiment le côté armure Space Marine, quoi. Et ça aide à apporter de l'intérêt visuel, quoi, tout simplement. Et ça va pas particulièrement plus vite, enfin moi je suis très lent en peinture, donc pour moi ça va pas particulièrement plus vite, mais ça permet des résultats très plaisants facilement. Voilà, tous les débutants, je conseille. Le Slapshop. Ouais, vous aurez l'impression d'être un monstre en peinture alors que pas du tout, et c'est cool. Non, mais c'est vrai que sur pas mal de figues, ça peut fonctionner hyper bien et vraiment faire une grosse diff aussi. Ne serait-ce aussi, enfin, pour les débutants et pas les débutants, parce que moi je sais que les rares que j'ai fait comme ça, c'est. Alors après, en fait, le temps que j'économisais sur ces étapes-là, je le remettais ailleurs parce que j'allais pousser les éclaircissements plus loin, mais typiquement les séraphons que j'ai fait pour Warcry, je les ai fait comme ça. Et juste après avoir peint 70 marines du chaos de la même manière avec des éclaircissements, ça fait trop du bien de dire brossage, filtre, il y a quelque chose de libérateur, quoi. Et puis ça peut être un mélange de techniques, quoi. Moi je sais que je le fais, j'aime bien comme sous-couche maintenant faire ça sur beaucoup de figues, mais rien ne m'empêche d'utiliser une peinture acrylique toute classique sur des parties qui n'ont pas d'intérêt à être en Slapshop, tu vois ce que je veux dire. Ça recouvrira les ombres, enfin ça recouvrira le noir, le gris, le blanc de toute façon, vu que c'est une peinture opaque. Et je sais que des fois je mélange les techniques. Il y a des couleurs auxquelles j'ai pas accès en contraste et que du coup j'utilise de l'acrylique classique. Et le résultat est... J'aurais pas dû faire une pause à ce moment-là. le résultat est... c'est de la grosse merde. Non mais tu vois pas la différence. Sur un produit fini tu vois pas la différence. Ok. Tu disais que tu étais un peintre assez lent. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu peins? T'écoutes de la musique, tu écoutes des podcasts? Je mange beaucoup de YouTube. Ouais. Mais tu connais Len Rider? Ouais, mais vivement la chaîne YouTube que je puisse rattraper mon retard. C'est en ligne, Cliquez. Au moment où ce podcast sera en ligne, la chaîne YouTube aura commencé, effectivement. C'est trop bien. À ton initiative d'ailleurs, hein, je dois ouais, j'ai un peu forcé là-dessus. Non mais tu m'as mis un tel coup de pression la dernière fois, j'avoue, ça fait plusieurs fois que les gens me demandent et tu as été l'élément manquant, c'était toi. Mais je pense que,
moi qui consomme beaucoup de YouTube pour des simplicités d'accès. Ouais, non, mais beaucoup de gens avaient la même réflexion. Bah ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent les podcasts sur YouTube parce que c'est un peu leur plateforme de bruit de fond. Enfin, je le dis pas méchamment, mais tu la lances moi, c'est automatiquement ça, et t'as envie de peindre et t'as envie de Et puis de nos jours, c'est sur toutes tes télés, c'est sur ton téléphone, sur ton télé, c'est partout, tu vois. Ouais. C'est plus simple. Yes. T'écoutes de la musique? Ouais, j'écoute du rap fort. Ça écoute du rap. Je voulais t'emmener là-dessus, t'es tombé dans mon piège. Ouais, parce que en fait, je voulais aussi parler de ça avec toi, puisque c'est un des trucs sur lesquels on s'est retrouvés. Ce qui est assez marrant, c'était peut-être pas forcément prévu, c'est peut-être pas forcément écrit sur ma tête ni sur la tienne. En tout cas, sur la tête du hobby, on associe plus volontiers le métal, notamment par rapport à ses accointances avec la culture Warhammer. On en reparlera peut-être un jour dans un épisode, mais moi j'aime bien casser cette image-là. Et notamment embêter un petit peu ceux qui ne jurent que par la bande-son du Seigneur des Anneaux et celle de Dawn of War dans les Games Workshop. Et ça m'est arrivé de tomber dans des Games Workshop où il y avait des choses un peu plus proches du R&B et du rap. Après, voilà, bon, j'ai jamais entendu un gros Niska au milieu de Paris 12, tu vois. Mais je voulais t'emmener là-dessus et savoir si, en fait, je sais pas, t'avais des liens entre les deux. Parce que moi, je sais typiquement que je me suis rendu compte la dernière fois que moi, j'écoute souvent des podcasts. Et souvent des podcasts un peu plus historiques, donc des trucs assez pointus, parce que j'ai une capacité d'écoute quand je peins qui est décuplée. Je ne sais pas pourquoi, genre limite je retiens beaucoup mieux comme ça que si j'avais rien à faire. Donc plus je me concentre sur un truc manuel et mieux intellectuellement je retiens. Mais du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je retiens beaucoup les punchlines de rap, parce que j'écoute aussi pas mal de rap en même temps, et ça me permet vachement d'apprécier le texte. Là où, quand t'es dans le bus ou ailleurs, c'est peut-être un peu différent. Le cerveau divague un peu c'est plus. ça. Ouais, je comprends. Donc je sais pas, est-ce que toi, c'est quoi ta relation hobby rap? Elle se mélange très peu, à part les games qu'on fait ensemble où il y a du Al Capote en fond de game, mais sinon non, très peu. Je joue plutôt sur des trucs genre Lofi Hip Hop Radio, la meilleure chaîne YouTube selon moi. Ouais. Et en partie ça passe tout seul. Mais à part ça, non, j'écoute pas beaucoup de musique en fait. J'écoute du musique sur mes transports. Ouais. Et pas forcément en peignant. Ouais, non, jamais en peignant. Parce que du coup, mon algorithme YouTube est au taquet, et dès que je me mets sur l'application, il y a au moins 5 vidéos, je suis en mode ah putain, mais il faut que je regarde ça, faut que je regarde ci. T'as pas le temps d'aller sur la musique. Ma liste watch letter est immense, et surtout que j'utilise pas l'application pour ça en fait. Yes. La musique, je la télécharge, je l'écoute, tu vois, depuis ma carte SD. Comme un bon boomer, mais j'utilise pas de plateforme pour la musique, donc j'écoute toujours les mêmes chansons. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. J'ai un peu du mal à découvrir de nouvelles choses. Ok. Mais c'est quoi tes rappeurs préf alors, si tu découvres, enfin tes classiques? Nekfeu, c'est le sang. Ouais, Nekfeu fort. Nekfeu, il joue quoi comme armée, tu penses? C'est dur, hein. Ah ouais. Il y a ce côté un peu chaotique. Ouais, j'y ai pensé. Spontanément, j'allais dire là. C'est le côté érudit. Tu sais que c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Ouais. Mais il y a un peu ce côté anti-système, un peu quand même chez Nekfeu. Ça s'oppose beaucoup aux injustices. Ouais, peut-être. Moi, je le verrais bien chaotique. Moi, je le verrais bien. Ouais. Mais lequel, je sais pas. Pour celles et ceux qui écoutent Nekfeu, dites-nous en commentaire de ce podcast qui écoute quoi et qui joue quoi. J'aime bien jouer à ce jeu. On aurait pu le faire aussi avec la cuisine, hein, parce qu'on l'a fait hier soir. Les plats inspiration Warhammer qu'on pourrait créer. Ouais. Il y a des choses. Non, ok, donc Nekfeu, il y en a d'autres ou... Ouais, j'aime beaucoup Sofiane aussi. Je le trouve incroyable. Alors, on est dans deux styles un peu opposés, on va dire, en termes de rap. Mais je les trouve trop forts. Deux paroliers quand même. Ouais, c'est ça, moi, qui m'intéresse à la base. Ouais, t'es beaucoup sur le texte. Ouais. Faut que ça ait quelque chose à raconter, ou alors que ce soit complètement débile. C'est l'un ou l'autre. Mais un truc entre les deux, j'ai du mal. Tu vois. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, on trouve beaucoup entre les deux, finalement. Ouais. Bah, en fait, le rap, c'est devenu de la musique, c'est plus du rap. Tu vois, j'ai l'impression. Des fois, les gens disent c'est la nouvelle pop. Enfin, c'est dans le sens où c'est de la musique pour occuper l'espace sonore. Et il n'y a pas forcément une recherche. Et puis pour faire danser, quasiment. Aussi, c'est incroyable. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, mais je t'aurais rayonné. Tu vois. C'est un peu comme le hobby, en fait. Hein. La percée du rap. Ça se démocratise, c'est vrai. Mais c'est fou que ce soit devenu le genre numéro 1 en France, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être un petit scélérat quand j'ai écouté ça, tu vois, faire partie des gars cool, tu vois. Et maintenant, c'est la base, quoi. Ouais, c'est la base de fou. Ta petite sœur, elle écoute Nino, et t'es là, bon, bah ok, bizarre, mais ok, tu vois. Bizarre, mais ok, ouais. Tu penses qu'il y en a encore pour combien de temps avant la première référence Warhammer dans un morceau de rap?
Parce que maintenant qu'on va avoir la série et tout ça, là, forcément, il y a un moment, il y a un rappeur qui va cliquer et il va découvrir un bail. Quand tu vois les mangas, les animés, comment c'était un truc de l'ombre à la base et comment ça se fait dédicacer à tout bout de texte maintenant. C'est clair. Warhammer Next. Hein. Ouais, je pense. Hein. Il y a déjà ce bon vieux Vald qui faisait des phrases sur Magic. Ouais. Il a déjà lâché une phrase ou deux sur Magic. Ouais. Et puis il y a 2-3 gars, alors c'est plus des groupes de metal ou de rock ou même de synthwave et tout, mais il y en a pas mal qui font des refs à. Genre il y a un morceau, il y a pas longtemps d'un groupe que j'aime bien qui s'appelle Gunship qui s'appelle Blood for the Blood God. Okay. Et du coup, bon voilà, les mecs se cachent pas. À peine voilée. Ah voilà, c'est ça, les mecs ne s'en cachent pas, mais ça pourrait être marrant de trouver des trucs, de peur. Hâte en tout cas. Hein. Ouais, ça va arriver. Hein, écoute, ça va bouger la tête. Ouais, j'espère. Je ne sais pas trop à quel punchline on pourrait penser, mais j'imagine que ça va arriver. Magnus was right. C'est ça. Forcément, il y aura forcément un peu de ça. Je pense que le côté injustice parlera peut-être à mes amis rappeurs, enfin très fortement. Et puis tous ces parallèles entre l'Imperium et le fasciste. Ah bah oui. Là, il y a des textes qui s'écrivent tout seul. Ah, c'est clair, j'allais le dire, ça s'écrit tout seul. Il faut parler de 40K à Kenya Arcana et puis elle va dead ça. Ah bah ouais, écoute, on est parti, on lui enverra un petit starter. Qu'est-ce qu'on voilà, je sais pas, on trouvera, mais. Pour terminer ce podcast, tranquillement, je voulais te demander quels étaient tes projets pour le reste de l'année. C'est vrai qu'on a inauguré l'année avec Thomas, donc on était en janvier, on pouvait se poser la question qu'est-ce qu'on allait faire en 2024. Maintenant 2024 est un petit peu entamé, on est en avril, donc je sais pas, est-ce que toi tu as des envies particulières par rapport à ça, des projets d'armée, de filles, de points, comment tu t'organises, parce qu'on a compris que tu étais un avide collectionneur et que tu te jetais un peu sur toutes les figues, mais du coup j'imagine qu'au bout d'un moment faut que tu planifies les choses. Déjà, ça va se calmer parce que j'ai décidé de ne pas passer en V4 à OS. C'est vrai. Je vais faire l'irréductible gaulois et je vais rester à un système de règles qui me parle plutôt que vers cette course en avant perpétuelle du hobby, des nouvelles règles, des nouveaux bouquins, des nouvelles figues pour pouvoir être toujours au top. Enfin, au top, de pouvoir toujours jouer des armées qui te plaisent du mieux possible. Et du coup, je ne vais pas passer en V4, donc je vais rester sur la V3. Sur 40K, je pense rester en V10, donc il me reste encore 2 ans peut-être. Ouais. Mais la V10 me plaît beaucoup. En fait, c'est ça. C'est trouver des systèmes de règles qui me plaisent. Dans un deuxième temps, il faudra trouver des adversaires qui accepteront de jouer avec moi dans ces systèmes de règles. Mais la V3 d'AOS, je la trouve incroyable. La V10 40K me plaît beaucoup. Et donc, je vois pas l'intérêt de continuer à aller de l'avant, quoi. Donc, ça va limiter un peu mes projets parce que ça veut dire je vais pas acheter des figues pour lesquelles j'aurai pas de règles. Donc du coup on va arriver sur la fin des achats d'ici juin, la sortie de la V4. Donc c'est cool. Et moi ça me rassure, tu vois. C'est le genre de truc qui me stresse un peu ou de devoir toujours perdre ce combat contre Games Workshop. Le FOMO est vrai, est réel chez moi, quoi. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et à juste titre, quoi. Quand tu vois le marché de l'occasion et tout, il y a des trucs qui disparaissent en une matinée de chez Games et que tu ne reverras jamais, à part pour 3 fois le prix le lendemain, enfin sur eBay et autres. Donc, moi, je suis très victime de ça. Ouais. En tant que collectionneur, j'ai pas envie de rater une partie de ma collection. Surtout qu'en fait, tu es collectionneur de dizaines d'armées. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est assez inhabituel. Souvent, les gens collectionnent 1 ou 2 armées. Enfin, moi, par exemple, je pense être collectionneur Marine du Chaos, Garde Impériale. Ouais. Après, les autres armées, c'est cool si j'ai des figues. Si à un moment elles disparaissent et que je les ai pas eues, je vais pas justement me dire ah merde c'est con. Enfin potentiellement il y a des trucs qui vont me manquer, mais je ressens pas une énorme pression. Je ressens une pression sur 2 armées. Donc du coup c'est beaucoup plus gérable, j'imagine. Et qui ont très peu de sorties. Et moi je fais les Space Marines, il y a une sortie tous les 4 matins, les Stormcast c'est pareil. Et en fait ce sentiment, ma décision de m'arrêter en V3 elle naît un peu de ça. Et est-ce que tu ferais pas genre une armée V4 ? Non, c'est définitif. Ok. Mais t'as toutes les armées d'AOS ? Non. Okay. J'ai 8 armées différentes. Ouais, c'est quand même beaucoup. Enfin, j'ai 7 codex, 7 BT différents. Ok. Et parce que du coup, j'ai une armée d'Iron Joe, une armée de Cruel Boys, donc c'est le même livre, même si c'est 2 armées, et les 2 ensemble, ça fait une armée de Big Wag. Donc techniquement, j'ai 9 armées AOS. Non, mais techniquement, tu vois, je me disais ça pouvait peut-être être une solution, tu vois, en mode tu prends une collect pour jouer dans un nouveau jeu, et le reste, tu le maintiens à l'époque, tu vois. Je sais pas. Faut être passionné par cette collecte, c'est ça qui est un peu... Ouais, mais je
je suis saoulé en fait par le nombre de sorties quasiment permanent. C'est ça, tu vois, qui a un peu commencé ma réflexion sur le non-passage en V4. C'est que en 2 ans, tu vois, j'avais une collection. En Slave to Darkness, par exemple, c'est une de mes armées KO. J'avais tout ce que je voulais pour l'armée. Et puis ils ont sorti une nouvelle boîte qui comprend des figues que j'avais déjà. Donc bon, un peu chiant, les nouvelles sont plus belles, ok, mais je dois racheter un truc que j'ai déjà parce que bah, je veux mon livre de règles en avance, je veux machin, je veux truc, tu vois. Derrière, il y a eu les sorties Iron Joe. Mon armée, elle était full peinte, c'était ma deuxième armée qui était full peinte, j'étais trop content. Et bah du coup, non, c'est plus full peint parce qu'il y a des nouvelles sorties. Et ils me font le coup avec les fakes encore, tu vois. Ouais, mais s'il n'y a pas ça, au bout d'un moment, tu t'ennuies, non? Non, bah j'ai 8 armées, comment tu veux que je m'ennuie? Si je m'ennuie d'une armée, j'en joue une autre. Ouais, mais s'il n'y a plus de sorties pour les 8 armées. Et ben ça veut dire que mon hobby est fini et que je peux enfin peindre des trucs qui me font kiffer. Ah ouais, mais pourquoi pas juste faire des trucs qui te font kiffer pour l'aspect armée et jeu, tu vois. Ouais. Comme je me lasse vite, c'est important pour moi d'avoir accès à plusieurs livres de règles pour pouvoir, à chaque partie que je fais, je joue une armée différente et je me régale comme ça, tu vois. Ok. Et en plus, à chaque partie que je fais, je joue une liste différente au sein d'une même armée. Ce qui m'est permis de faire grâce à ma grosse collection, tu vois. Mais je prends pas particulièrement de plaisir à peindre des armées du tout, en fait. Cet aspect hyper répétitif, tu vois, au bout d'un moment, le rétributeur gold, il me sort par les yeux, quoi, tu vois. J'ai 20 000 points de Stormcast, au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'armure dorée. Ça fait beaucoup, là, non? Un peu, oui. Et est-ce que la solution ne serait pas des petites... jeux d'escarmouche, enfin des petites ouais. Comme ça. Ouais. Je pense qu'à terme, une fois que toutes mes armées seront faites, donc on n'y est pas encore, hein, mais une fois que toutes mes armées seront faites, justement, je prendrai beaucoup de plaisir à... je te sortirai la liste avant qu'on déconnecte. Mais je prends beaucoup de plaisir, tu vois, à faire une petite scénette, tu vois, par exemple, un mini diorama qui met en scène un duel entre 2 filles que je trouve trop cool, ça me régale. Peindre une bande Warcry, une kill team, un truc comme ça, je trouve ça incroyable comme projet. Et à terme, je pense que ce sera plutôt ça que je vais faire. Et en plus de ça, si je me déconnecte un peu de la V4 et de toutes les sorties, je vais rentrer dans un games un jour et je vais péter mon crâne en mode ah ouais, mais vous avez sorti tout ça depuis. Oh, ça c'est incroyable, vas-y, je prends tel fic, tu vois ce que je veux dire? Pouvoir peindre, mais sans but en fait. Et c'est mon but finalement, en tout cas, de pouvoir peindre sans but. Et je pense que ça va être hyper libérateur. Et c'est là que j'aurai vraiment débloqué le hobby ultime pour moi, tu vois. C'est que en ce moment, je peins un truc, faut que ça aille vite, faut que je sois efficace parce que j'ai beaucoup d'autres trucs à faire. Je le peins peut-être parce que je joue dans une semaine. Enfin bon, tu vois, il y a toujours un but, mais qui n'est pas particulièrement sain. C'est ce but d'essayer de rattraper la sauce dans laquelle Games Workshop m'a mis avec toutes ces sorties incroyables. Et à terme, ce serait plutôt de peindre des trucs juste pour le kiff de le faire, quoi. C'est un sage objectif. Ouais, j'aimerais bien. Un objectif d'un hobbyiste sage, en tout cas. J'ai hâte. Yes. Bah écoute, merci pour cette conversation, mon cher Antoine. Est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ou pas trop, j'ai l'impression? Non. Et est-ce qu'on te retrouve... est-ce que tu veux parler d'autre chose? Est-ce que tu veux en profiter pour mettre en avant un truc ne serait-ce que les Ultramarines sont le meilleur chapitre Space Marine. Enfin voilà, tu peux dire ce que tu veux. Je vais juste faire mon petit flex. Tu veux flex sur la Play of Shame? Ouais, je déballe la liste. Of Potential, vas-y, on déballe. On t'écoute. Parce que donc j'ai beaucoup de choses à faire, mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je possède 3092 figurines. Ah ouais, t'as fait les stats? Ouais. Ben, en fait, pour chaque armée, j'ai le nombre de figurines qui me reste à peindre sur le montant total. Ok. Et t'as fait ça à la main ou t'as... Ouais, j'ai tout compté comme un petit autiste. Et il me reste 771 figurines à peindre sur 3092. Ok. Donc ça veut dire que depuis 2019, j'ai peint plus de 2000 figurines. Et ça, c'est un flex. Ah oui, c'est un énorme flex. Hein. Je pense que l'année où j'en ai peint 121, je crois que c'est la meilleure année, c'était 2020. C'était le confinement. COVID, hein. Donc 120, c'est énorme. Mais effectivement, si toi, tu nous mets 2000 dans la vue, je pense qu'on en est loin pour nous. Ouais, c'est une belle collection. Ouais, ça commence à prendre de la place à la maison. Très belle collection. Oui, si vous voulez visualiser à quoi ça ressemble, c'est ces espèces de curvers en plastique transparent. Aimanté sur chaque face pour pouvoir stocker tes armées. C'est assez impressionnant. Tête en haut, tête en bas. Il y a vraiment un côté un peu coffre au trésor. Alors quelle armée je prends? Hop, c'est ça. C'est marrant. Mais la pile, donc j'ai 2 piles de full pain et une pile où il n'y a rien de pain.
Et la première pile de full pain touche le plafond. Littéralement touche le plafond. Si je veux sortir une boîte, c'est une galère pas possible. Mais du coup, c'est bien, là, tu vas la voir se réduire avec les objectifs qui sont les tiens pour cette année. Là. Ça va être sympa. Et puis ça va faire des grosses armées toutes peintes. L'aspect collection me régale en fait. Je trouve ça trop cool. J'aimerais bien à terme. Je l'avais fait la première fois que j'étais en full pain en Stormcast. C'était pendant le confinement. Et j'avais sorti toutes mes figues sur une table. Et c'était incroyable. J'ai pas le matériel photo pour rendre justice au truc, mais il y avait un degré de fierté incroyable, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'à l'époque, j'avais peut-être 5000 points d'armée, et tu vois, j'avais tout rangé par unité, par machin et tout, sur une table de jeu, et c'était juste fou. C'est moi qui avais fait tout ça. Ouais. Et à terme, un jour, on paiera peut-être un photographe professionnel, tu vois, et on appellera des journées avec moi. Faudra prendre en photo ces figues peintes. Mais c'est vrai que c'est un effet assez ouf de les mettre des fois ailleurs que là où tu les stockes. Moi, je sais que j'ai des vitrines qui commencent à être bien remplies, mais c'est vrai que du coup, souvent je les mets sur la table de la cuisine pour tu vois, le temps de les mettre dans la mallette. Et c'est vrai que c'est quand même un petit kiff de les revoir dans un autre environnement, quoi. On ne s'y habitue pas. Après, la vitrine, ça est très cool quand même. C'est gentil. Moi, avec l'aspect boîte, en fait, je suis parti sur un truc, une solution de rangement simple et facile, parce que je savais que j'allais déménager et que c'était impensable pour moi de perdre des figues ou de l'en abîmer, tu vois. Et puis même la poussière et tout. Donc mon système est pratique, mais il est pas beau, il met pas du tout en avant mon travail, tu vois. Bah ouais. Mais en termes de vitrine, il me faudrait une pièce dédiée à ça. Donc on va rester sur les boîtes pour l'instant. Un petit Warhammer World, ouais, ou alors tu pourrais mettre l'armée du moment, la dernière armée en date. Bah, les Blood Ravens, j'ai une cheminée dans ma chambre. Et ils ont eu le droit au promontoire de la cheminée, donc j'ai une armée sortie là. Tu nous enverras des petites photos qu'on partagera sur les réseaux. En tout cas, bonne chance pour la suite avec tous ces projets hobby qui sont les tiens. Yes, merci. Et puis, écoute, il me reste à vous remercier pour avoir écouté ce podcast. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Franchement, je suis très content de faire un peu j'appelle ça pour l'instant le tour de Ghoul, d'aller voir un peu toutes les ghouls autour de moi. Et je pense que ça a l'air de bien fonctionner. Enfin, les gens ont l'air d'être assez réceptifs. Donc, j'en profite pour vous remercier pour les stats et les partages autour de ces épisodes qui sont souvent très bons. Merci à toi déjà pour le travail fourni. Merci. C'est trop cool de donner une voix aux sombres hobbyistes que nous sommes. Et je sais pas s'il l'a dit, je crois pas, mais il a mis en place une page Tipeee, ce bon vieux répu. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir financièrement et qu'il puisse upgrader le matos un peu. Et puis, c'est ça. Et puis qu'on lui montre à quel point on apprécie son travail. Qu'on ait 2 micros et pas un micro entre nous deux comme c'est le cas maintenant. Mais merci pour le petit, effectivement, la petite publicité. Donc effectivement, page Tipeee qui est là. Je vais pas en rajouter, vous avez compris l'idée. Et puis, par contre, si vous participez ce mois-ci, enfin jusqu'au mois de mai en fait, et que vous donnez un minimum de 5 €, je vais faire un petit tirage au sort parce qu'il me reste des exemplaires collector de mon bouquin qui a été épuisé. L'édition collector n'existe plus. Trop bien. On peut plus l'acheter sur le site de Furb, mais j'en ai encore. Donc j'en fais gagner un dédicacé. Donc si vous lâchez un petit 5 balles ce mois-ci sur le Tipeee, vous inscrivez automatiquement à cette petite tombola de Ghoul. Et je me ferai un plaisir de vous dédicacer et de vous envoyer tout ça. Il y a aussi la chaîne YouTube qui était... on va dire c'est un peu concomitant avec le fait de lancer le Tipeee, et c'est Antoine qui m'avait dit de le faire, beaucoup de gens l'avaient demandé aussi. Je trouvais que c'était sympa, puisque je vous demande effectivement de soutenir le truc, de vous offrir quand même aussi un petit truc sur le côté. Donc voilà, petit à petit, tout est prêt, mais les épisodes seront uploadés sur YouTube, donc allez surveiller ça. La page s'appelle Landrider podcast, je crois, ou un truc comme ça. Donc je pense que vous allez trouver facilement. Encore une fois, je mettrai des liens dans la petite boîte de description de toute façon. J'ai dit boîte, donc voilà, on est bon. C'est ça, le combo. Non, c'est pas ça que je cherche. Le bingo, pardon, le bingo du podcast est passé et on peut donc désormais conclure en toute sérénité. Encore une fois, merci d'avoir été là, Antoine, avec moi pour discuter de tout ça. Si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous en avez l'envie et les moyens, soutenez-nous sur Tipeee. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. À plus les Wargamers. C'est ça. Attends, mais c'est pas l'Undertaker. Je vais couper. J'ai toujours rêvé de faire ça. T'as bien fait. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek.
Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax. Ma phrase. Ouais. C'est bizarre, on entend le truc. Ouais, en fait, ça m'a fucké le cerveau. C'est le cours de piano de la petite. Ah, c'est juste de la musique. On dirait une guitare. Ouais. Ouais. Il y a un gars qui chante dans son salon, quoi. Trop chiant. La question, c'est est-ce que ça va s'entendre? C'est ça qui est relou. On y va, on le nique. Hein. Non mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et il y a un mec qui est en train de jouer de la zik.